Alors, bonjour tout le monde. Peut-être via le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire si vous nous entendez bien? Tout le monde écrit, donc ça va bien, merci beaucoup. Alors, pour débuter, je vais vous transmettre encore toutes les petites informations que je vous donne à chaque webinaire. Donc, bonjour, je suis Suzanne Leroux, je suis infirmière clinicienne spécialisée en PCI et conseillère en soins infirmiers ici à l'INSPQ et responsable du programme de formation. Alors, bienvenue à ce premier webinaire de l'automne. Donc, aujourd'hui, on va parler, donc, le sujet, c'est la qualité de la vapeur utilisée en retraitement des dispositifs médicaux. Donc, les petits rappels pour la qualité sonore. On vous suggère de fermer le son de votre ordinateur et de vous brancher via la ligne téléphonique. Donc, vous allez avoir un meilleur son. C'est important que votre appareil téléphonique soit en mode discrétion, donc étoile 6. Il n'y a aucune possibilité d'intervention vocale. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez nous les transmettre via le chat et à la fin, selon le temps qu'on aura, on va pouvoir répondre à certaines de ces questions-là. Par rapport au webinaire, donc à la fin, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation pour connaître votre satisfaction de l'activité et recueillir vos commentaires. Peut-être juste un petit rappel pour la reconnaissance de la formation. Dans le fond, c'est à la fin de la dernière formation, dans le fond, au mois de décembre, on va vous envoyer un petit courriel, un petit questionnaire à compléter pour vous demander à quel webinaire vous avez assisté et suite à ça, on va vous envoyer votre reconnaissance de formation si vous avez acquitté les frais là, pour cette reconnaissance-là au moment de votre inscription. Prochain webinaire sera le 22 octobre, donc on est à notre 4e série des questions et réponses sur la surveillance provinciale des infections nosocomiales, donc du programme STIM. Vous avez reçu aujourd'hui par courriel les vignettes, donc on vous demande de répondre rapidement aux petites vignettes que vous allez avoir reçues donc en équipe. Puis, c'est sur ces sujets-là que va porter le prochain webinaire. Donc, pour aujourd'hui, maintenant, on arrive. Donc, la présentatrice est Mme Caroline Poirot. Elle est titulaire de diplôme en ingénierie biomédicale de l'Université Franche-Comté en France. Elle travaille à titre d'ingénieure biomédicale depuis 2005 dans le réseau de la santé au Québec. Elle travaille actuellement pour le groupe biomédical Montérégie. Alors, je vous laisse la place. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, bonjour à tous. C'est moi qui vais avoir l'honneur de vous parler de vapeur aujourd'hui. Donc, le sujet a déjà été bien introduit. Je pense qu'on peut commencer. Donc, on va parler de la qualité de la vapeur pour le retraitement des dispositifs médicaux, donc plus spécifiquement dans les URDM, dans les établissements de santé. Donc, ok. Désolée. Voilà. Donc, juste pour vous dire, j'ai pas été payée par personne de la vapeur pour vous parler de vapeur aujourd'hui. Je n'ai pas de divulgation de conflit d'intérêt à vous faire. Ensuite de ça, ok. Ensuite de ça, donc voilà, on va commencer vraiment dans le vif du sujet. Donc, comprendre ce que c'est la vapeur. Parce que la vapeur, c'est un petit peu un sujet obscur. On voit ça comme de la vapeur d'eau qui flotte dans le ciel et puis qui va dans le stérilisateur, mais ça a quand même des qualificatifs qu'on va étudier ensemble. On va regarder pourquoi c'est important de qualifier cette vapeur-là, puis comment on la qualifie, donc ce sera en termes de pureté et de qualité. Et après ça, on va identifier les mesures à prendre pour s'assurer qu'on ait une bonne qualité de vapeur pour faire le retraitement des dispositifs médicaux. Donc, le thème de la conférence, donc le thème de la conférence, c'est, on va commencer brièvement par parler des responsabilités un petit peu de tous et chacun par rapport à la vapeur. On va survoler, parce que ça va être beaucoup plus détaillé dans la fiche, les normes et documents de référence. Puis on va s'attaquer au vif du sujet, qui est vraiment comprendre la vapeur et comment tout ce qui peut influer sur sa qualité et sa pureté. Ensuite, on verra pratiquement, plus pratico-pratique à l'URDM, comment ça se traduit. Et puis, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi, si on dévie des critères attendus en termes de qualité et de pureté de vapeur, on peut avoir une vapeur inadéquate pour la stérilisation. C'est quoi ces impacts?
Donc les responsabilités. Le responsable de l'URDM, de quoi il est responsable? Lui, il est responsable de fêter le cahier des charges de la vapeur. Donc c'est lui qui, en comprenant les normes applicables, en comprenant les caractéristiques attendues de la vapeur, c'est-à-dire de quoi elle est formée, de quoi on a peur en fait dans la vapeur, donc les contaminants potentiels, d'où ça vient, c'est quoi leurs effets. Donc de comprendre tout cet ensemble de causes à effet sur la vapeur, de pouvoir fêter le cahier des charges et s'assurer ensuite que la vapeur qu'on fournit à l'URDM est une vapeur qui répond à ses besoins. Donc en discutant ensuite avec différents intervenants sur les plans d'entretien des installations, production, distribution, et des tests qui vont pouvoir être demandés régulièrement pour s'assurer que ce qui est fourni à l'URDM répond aux besoins de l'URDM. Le responsable des services techniques et ou génie biomédical, ça peut être un petit peu partagé, ça dépend des établissements, donc on va y aller de manière générale ici. Donc, de quoi ces deux services-là sont responsables? Donc, eux, ils sont responsables, en fait, selon le cahier des charges qui a été fêté par l'URDM, de fournir une vapeur qui va répondre à ce cahier des charges-là. Donc, comment ils font ça? Ils font ça en supervisant la production, l'alimentation, en mettant en place un programme d'assurance qualité, puis ensuite en s'assurant dans le temps de la pérennité des installations. Donc, on s'assure de la disponibilité des équipements qui vont générer la vapeur et de la conformité de tout ça, et en suivant la qualité de la vapeur au fil du temps, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déviation. Les normes. Alors les normes, tout le monde le sait, en tout cas j'espère, tous ceux qui nous écoutent le savent, la norme qui traite du retraitement des dispositifs médicaux au Canada, c'est la Z314-18. Donc cette norme-là, elle englobe tous les processus de retraitement des dispositifs. Et on a un passage dedans, on a quelques passages dedans qui font référence à la qualité de la vapeur pour le retraitement des dispositifs médicaux. Ensuite de ça, au sein du groupe de discussion pour la vapeur, on s'est aussi fié un peu sur la NFNN 285 pour les stérilisateurs. Donc elle, c'est une norme européenne. Elle est intéressante parce qu'elle détaille beaucoup plus le processus d'échantillonnage, la prise d'échantillons, puis les contrôles qualité qui peuvent être réalisés pour la vapeur. Donc ça peut être une norme de référence intéressante pour vous. Et sinon, pour les références autres, on a beaucoup lu aussi les publications et les mémorandums du NSS Health Facilities Scotland, qui sont très très détaillés par rapport à la qualité et la pureté de la vapeur. Et puis bien sûr, on s'est fié au guide de l'UNSPQ, notamment le guide de l'eau, et puis certains documents de référence du ministère, par exemple le guide de planification immobilière pour l'URDM. Donc ça, c'est quelques documents sur lesquels on s'est fié, mais ce sera beaucoup plus détaillé dans la fiche qui viendra après cette présentation-là. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, la vapeur. Qu'est-ce que la vapeur? Donc la vapeur, on va commencer, c'est une définition générale, on va juste mettre tout le monde à niveau en partant. Donc là, on parle de vapeur d'eau. La vapeur d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qui se forme quand l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ok, jusque-là, tout va bien. Après, vous allez voir, ça va aller aussi. Hop. Donc, petite question, juste pour vous garder un petit peu éveillé. Est-ce que la vapeur est un produit systématiquement pur? Ok, parce que souvent, on a l'impression que c'est pur, c'est blanc, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous donner la réponse. Donc, non. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait une présentation. Sinon, ça n'aurait pas lieu d'être. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que la vapeur? Un petit peu de théorie quand même, sinon ça serait difficile, ça serait triste. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Mollier. C'est ce qui permet un petit peu de voir comment la vapeur acquiert de l'énergie à travers sa transformation de eau à gaz. Puis, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc là, on est ici à l'état 0, c'est de l'eau à 15 degrés qu'on fait bouillir. Donc là, elle gagne un petit peu d'énergie. Donc là, elle bout, mais on n'a pas de vapeur encore, on est juste de l'eau bouillante. Et au fur et à mesure de sa transformation en vapeur, on arrive ici au point 2, où là, on a un gaz complet et on n'a plus d'eau. Donc on passe c'est important ce que je vais vous dire parce qu'on va le reprendre après, on passe de 0% de vapeur à 100% d'eau à 100% de vapeur, 0% d'eau. Okay, et ce faisant, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ce faisant, la vapeur se charge d'énergie. Et c'est cette énergie-là qui va nous permettre de réaliser la stérilisation ensuite. Okay, donc retenez bien ça parce qu'après vous aurez une interrogation écrite. Donc, juste simplifier un peu les affaires ici. Donc vous voyez, on reprend un petit peu le schéma de manière différente, mais un petit peu plus graphique.
Donc, nous, on va chercher pour la stérilisation une vapeur vraiment ici, qui est, où on est à 97% de vapeur et 3% d'eau. Okay, c'est ce qu'on va appeler la saturation de vapeur. On va le voir plus en détail ensuite. Donc là, on a regardé théoriquement ce que c'était de la vapeur. Comment on la produit, cette vapeur? On la produit comme ça, que ce soit dans une casserole, un générateur de vapeur ou une chaudière, c'est de l'eau qui bout, tout simplement. Donc on apporte une source de chaleur à l'eau. L'eau va prendre cette chaleur-là et va se transformer en gaz qui va ensuite rentrer dans le réseau de distribution. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait bouillir de l'eau? Donc il y a des bulles qui se forment à la surface, puis un gaz puis tranquillement, l'eau va se transformer en gaz. Mais ce n'est pas juste l'eau qui va se transformer en gaz. En fait, quand l'eau va se transformer en gaz, elle va passer à travers les petites mouches ici, il y a des bulles d'eau qui vont monter plus haut, etc. Donc en fait, on ne va pas juste avoir de l'eau H2O en gaz, on va avoir aussi de l'eau H2O avec certains composants qui étaient dans l'eau à la base qui vont voyager avec cette vapeur-là. Donc il y a des émissions de micro-gouttelettes d'eau, il y a des gaz qui vont aussi suivre la vapeur. Donc on aura un joyeux mélange en fait. La vapeur, elle n'est pas pure quand elle est produite. Que fait cette vapeur-là? Juste pour remettre un petit peu tout le monde au même niveau aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette vapeur une fois qu'on l'a produite? On l'envoie dans un stérilisateur à vapeur, ok? Donc comment ça fonctionne, grosso modo? Donc on a une chambre, on a une entrée de vapeur. Donc en fait, on fait rentrer, soit on vide le stérilisateur d'air avant l'entrée de la vapeur, soit on fait des shots successives de vapeur dans la chambre pour vider l'air. Une fois qu'on a vidé l'air de la chambre et qu'on l'a rempli de vapeur, que fait la vapeur avec les DM ici? En fait, la vapeur, elle va se condenser. Capable de bouger la flèche? Oui, ok. C'est parfait. La vapeur va se condenser sur le DM, le paquet, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce que ça fait ça? Donc quand elle se condense, la vapeur, elle va redonner son énergie, en fait, au paquet ou au DM. Donc quand elle fait ça, elle va lui transmettre de la chaleur. Et c'est cette chaleur-là, associée à des conditions de température, pression, etc., qui va permettre de tuer les pathogènes. Donc c'est vraiment ce transfert de chaleur-là qu'on souhaite. Et ce transfert-là se fait par condensation de la vapeur. Et l'autre effet aussi de cette condensation-là, en plus de transfert de chaleur, c'est le fait qu'on perd du volume. À chaque fois que la vapeur se transforme en eau, elle perd son volume. Ce que ça fait, c'est que ça crée une pénétration de la vapeur de plus en plus en profondeur dans le DM, donc ce qui permet de stériliser et de réchauffer l'ensemble du paquet, l'ensemble du DM. Donc c'est vraiment ces deux phénomènes physiques-là qui sont intéressants avec la vapeur, qui permettent de transférer l'énergie, de réchauffer le DM, et ensuite de maintenir sa température suffisamment longtemps pour qu'on puisse avoir une réduction log 10-6 et donc une stérilisation. Donc c'est ça que ça fait la vapeur dans un stérilisateur. Juste aussi quelques petites appellations courantes, parce que ça on entend souvent parler quand on parle de vapeur, puis je pense que c'est important qu'on mette un petit peu les choses au clair sur comment on va appeler ça entre nous. Juste pour vous dire, il n'y a pas de définition normée. Si vous cherchez vapeur d'usine, vapeur propre, il y a 1001 définitions qui existent. Il n'y a pas de norme qui régisse ça. Okay? Donc nous, on s'est entendu sur les appellations les plus courantes, qui sont comme vapeur d'usine. C'est une vapeur qui est fabriquée à partir d'eau potable, des fois un peu adoucie pour éviter l'entartrage de la chaudière, mais pas forcément, et auquel potentiellement on va rajouter des additifs chimiques lors de la production. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la vapeur d'usine. La vapeur propre, elle, c'est une vapeur qui est faite à partir d'une eau dont les paramètres physico-chimiques sont contrôlés. Nous, on s'est entendu pour dire que la vapeur propre, c'est une vapeur qui serait fabriquée à partir d'eau critique. Qui, dans cette vapeur propre-là, on ne rajoutera pas d'additifs chimiques. Donc, nous, c'est les définitions qu'on aura pour ce qui est vapeur d'usine, vapeur propre. Ensuite, donc on a vu un petit peu comment on produisait la vapeur, à quoi ça allait servir dans le stérilisateur. Maintenant, on va voir comment on va être capable de la qualifier, cette vapeur-là. Donc, on va la qualifier de deux façons, selon sa qualité et sa pureté. La qualité de la vapeur, elle est définie dans la norme Z314-18 selon 4 paramètres. Le paramètre de fraction sèche, la cécité, ou qu'on appelle plus souvent dans le langage commun la saturation. Avec les paramètres. Donc là, on va essayer d'aller chercher une saturation de 97 à 100%. Ici. Les gaz non condensables. Les gaz non condensables, c'est des gaz qui vont voyager avec la vapeur, qui vont se mélanger à la vapeur. On va voir c'est quoi leur impact plus tard dans le processus.
Donc ces gaz non condensables, on voudrait que leur volume ne soit pas plus élevé que 3,5%. Ensuite, il y a la surchauffe. La surchauffe, c'est quand la vapeur est 100% saturée, donc elle est 100% en gaz, et que là, en rajoutant de la chaleur à cette vapeur-là, on va augmenter sa température. Donc on ne veut pas dépasser une augmentation de température de cette vapeur saturée de 25 degrés. Donc ça, on verra pourquoi ça a un impact également après. Et ensuite, la pression dynamique, ça c'est la pression de voyagement, du terme, peu importe, dans le réseau de distribution. Puis si on n'a pas une pression dynamique assez grande, on va avoir aussi des problèmes pour atteindre la stérilité. Donc là, on recommande ces paramètres-là, ou ça peut être également les paramètres du manufacturier. Okay. Donc là, juste pour vous résumer un petit peu sur le schéma qu'on avait tantôt, donc là, on se situe vraiment ici pour la fraction sèche. Donc on veut, selon la norme, essayer d'avoir une fraction sèche qui soit de 97 à 100%. Puis on veut éviter d'aller trop loin dans la surchauffe ici. La pureté de la vapeur. Donc là, on a vu ce qu'était vraiment la qualité. Là, on va plus discuter de sa composition physico-chimique. Donc la pureté de la vapeur, elle peut dépendre de trois paramètres. Elle va dépendre de l'eau à partir de laquelle on va faire cette vapeur-là. Elle peut dépendre aussi du fait qu'on rajoute ou non des additifs dans la chaudière ou dans le générateur. Puis elle va dépendre également du réseau de distribution de vapeur jusqu'au stérilisateur. Donc on va détailler un petit peu plus ça pour que ça soit plus clair. Donc là, c'est juste pour voir si vous suivez, parce qu'a priori, vous avez déjà la réponse. Donc, d'après vous, quel est le type d'eau recommandé pour la production d'une vapeur destinée à la stérilisation? Est-ce que c'est A, de l'eau potable, ou B, de l'eau critique? Bon, comme je ne peux pas vous entendre, on va dire que vous avez tous la bonne réponse. Ou pas. Ok. Donc, c'est effectivement de l'eau critique. Bravo à tous ceux qui l'avaient. Donc, pour reprendre les contaminants qui peuvent être présents dans l'eau et pourquoi on va recommander de l'eau critique, je vais vous faire un petit rewind sur le traitement du DM dans le process de stérilisation. Avant d'être stérilisé, le DM, on s'assure toujours qu'il soit rincé avec une eau la plus propre possible. Donc cette eau, souvent, c'est de l'eau critique. Donc est-ce que pour vous, ça ferait du sens qu'après avoir rincé un DM, puis l'avoir rendu le plus propre possible, le plus libre de contaminants possible, on le stérilise avec de la vapeur dans laquelle il y aurait des contaminants? Je pense que pour vous, ce n'est pas quelque chose de logique, puis pour nous, ça ne l'est pas non plus. Puis c'est d'ailleurs ce que recommande également la norme, la Z314-18, dans l'annexe G, en disant que l'eau pour produire la vapeur devrait être l'eau la plus propre possible. Donc de l'eau critique, celle qu'on leur recommande dans le CERDEM. Je vais prendre une petite seconde pour mettre à jour ici. Ensuite de ça, cette vapeur qui va être faite avec de l'eau critique, ça va générer une vapeur très corrosive, en fait, très gourmande en ions. Donc cette vapeur, quand elle va voyager dans le réseau et puis qu'elle va être en contact avec les tuyaux, le matériel des tuyaux, elle va aller chercher à rattraper les ions qu'elle a perdus ou qu'elle n'a pas. Donc si on fait voyager une vapeur très corrosive dans un réseau qui n'est pas prévu pour ça, on va avoir beaucoup de corrosion puis de dépôt qui va se faire dans cette vapeur-là. Donc, ce qu'on recommande, nous, au CERDEM, c'est en raison de l'agressivité de l'eau critique, puis de la vapeur qui va être générée avec cette eau-là, c'est de privilégier, si on choisit cette voie-là, un réseau en acier inoxydable 316. Okay. Puis le dernier composant qui pouvait influer sur la pureté de la vapeur, c'était les paramètres chimiques, les additifs. Donc là, j'aurais juste une petite anecdote à vous dire, puis vous allez comprendre où je vais en venir. Quand on a fait la fiche, on a visité quelques établissements de santé, dont un établissement qui avait 2 réseaux de vapeur. Un réseau de vapeur qui était dédié au réseau clinique et un qui était dédié au réseau de la recherche. Le réseau de la recherche, lui, était un réseau fait avec des générateurs de vapeur propres, sans additifs chimiques. Puis la raison pour laquelle il n'y avait pas d'additifs chimiques, c'était que possiblement des contaminants utilisés dans les additifs chimiques ou des composants de l'eau pourraient impérer ou pourraient faire échouer les recherches qui auraient été faites parce qu'on aurait laissé des dépôts sur les composantes qui étaient stérilisées. Par contre, si on regarde du côté, dans le même établissement de santé, si on regarde du côté clinique, alors là, par contre, il n'y avait pas de problème. L'eau était traitée avec des composantes chimiques, ce n'était pas de l'eau critique en entrée.
Puis il n'y en avait pas de problème d'avoir des dépôts sur l'EDM qui allaient rentrer dans le corps des patients lors de chirurgie. Donc là, on se rend compte qu'en recherche, c'est très important, on voit qu'il y a une toxicité potentielle, mais en fait, dès qu'on passe en clinique, finalement, c'est plus toxique, c'est pas grave. Donc, nous, on regarde ça, puis on se dit, c'est pas très logique tout ça. Hein. Donc, les paramètres chimiques, oui, c'est utile, mais oui, ça doit être réglementé. Ça l'est d'ailleurs avec la directive numéro 4 de Santé Canada. Mais on sait très bien que par la production même de la vapeur, on a des transports d'additifs dans la vapeur. Donc, il y a des dépôts potentiels qui peuvent se faire sur les produits, sur les dispositifs médicaux. Et en plus de ça, c'est des recommandations qui sont déjà en vigueur dans d'autres pays comme au Royaume-Uni. Donc nous, on a pris comme parti de recommander que la stérilisation ne se fasse pas à partir d'eau traitée avec des additifs chimiques. Donc juste pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, puis essayer de replacer tout ça dans l'ordre, pour obtenir une vapeur adéquate pour faire la stérilisation des dispositifs médicaux, il faudrait, selon les recommandations du CERDEM, les paramètres suivants. C'est-à-dire que l'eau critique soit celle qui soit à la base de la production de la vapeur, que cette vapeur-là ne soit pas traitée avec des additifs, que cette vapeur-là voyage dans le réseau avec un réseau en acier inoxydable pour éviter la contamination par de la corrosion, et qu'enfin, cette vapeur rencontre les critères qualité nommés dans la norme tantôt, que je peux vous reciter, donc la saturation, la surchauffe, le volume de gaz non condensable et les pressions de vapeur. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on attendait. Maintenant, on sait à quoi s'attendre, c'est ça qu'on veut obtenir, on veut un type d'eau assez défini. Maintenant, en pratique à l'URDM, comment ça se passe? Donc en pratique, en fait, dans de nombreux, si ce n'est pas la plupart, enfin on va dire la plupart des réseaux de santé, en fait, fonctionnent avec une seule chaudière principale pour l'ensemble de l'établissement. Qu'est-ce que ça a comme impact? Cette chaudière principale-là, elle ne sert pas que pour l'URDM. C'est d'ailleurs même peut-être le plus petit client de l'établissement de santé. Cette chaudière-là, elle dessert le chauffage, elle dessert la cuisine, elle dessert la ventilation. Donc elle a d'autres buts dans la vie que de faire de la vapeur propre. Puis, souvent, c'est de la vapeur qui va être plus de la vapeur dite d'usine, comme on a pu voir tantôt, donc traitée avec des additifs chimiques, puis qui ne va pas forcément répondre aux critères qu'on vient d'énumérer par rapport à qu'est-ce qui devrait être adéquat pour stériliser un dispositif médical. Donc, deux choses l'une. Quand on fait une rénovation ou une construction d'une nouvelle URDM, on peut se questionner, est-ce qu'on devrait réutiliser cette vapeur-là? Est-ce qu'elle répond aux critères? Oui, non. Si elle ne répond pas aux critères, est-ce qu'on est capable de faire les modifications nécessaires dans les changements de pratique pour que la chaudière principale reste la production principale de vapeur pour les stérilisateurs aussi? Oui, non. Souvent, malheureusement, c'est non. Parce que pour des raisons, par exemple pour le réseau de chauffage, etc., on n'a pas le choix que de traiter la vapeur pour s'assurer de limiter la corrosion dans les réseaux. Donc ce qu'on propose, puis ce qui est le plus logique, en fait, c'est d'arriver à implanter un générateur de vapeur-vapeur qui va desservir les besoins pour les URDM. Donc, ce générateur de vapeur-vapeur, en fait, est alimenté est alimenté en vapeur par la chaudière principale, mais ne rentre pas en contact avec la vapeur qui va être générée. Donc, ça va être juste l'élément de chauffage. Donc, on peut le voir ici. Donc, la chaudière principale est là. Elle va aller alimenter en vapeur le générateur vapeur-vapeur. Puis là, le générateur vapeur, lui, est alimenté en eau de production critique ici. Elle rentre ici, elle se fait transformer en vapeur grâce à l'aide de la chaleur qui arrive par la chaudière principale. Et ensuite est distribuée, bon là j'ai mis juste un stérilisateur, mais ça pourrait être plusieurs pour l'URDM au complet. Donc là on voit aussi un petit peu des previews pour des trucs, des slides qui viennent après, là, les purgeurs, les choses comme ça qu'on voit dans les réseaux le plus généralement. Okay. Donc là, je vous ai remis ça sous forme de joli petit schéma, mais c'est à peu près la même chose qu'on vient de dire ici. Donc pour produire une vapeur de qualité adéquate pour l'URDM, on commence par produire une eau critique, donc avec un adoucisseur, un traitement final. Ça, je vous laisse regarder. INSPQ et le CERDEM ont produit plein de jolis documents très détaillés sur comment produire une eau de qualité dans le réseau de la santé pour l'URDM. Donc vous pourrez vous fier totalement à cette fiche-là pour pouvoir reprendre
comment faire la meilleure eau critique pour le générateur de vapeur. Ensuite de ça, nous, on conseillerait de le passer dans un dégazeur, ce qui va permettre de limiter le volume de gaz non condensable dans la vapeur qui va être générée ensuite. Et puis, on amène ça au générateur de vapeur. Concernant, une fois qu'on a généré la vapeur ici, là, il faut la distribuer au stérilisateur. Donc, cette petite flèche-là représente la distribution de vapeur. Donc là, on se répète un petit peu, mais on veut s'assurer qu'on a un réseau en acier inoxydable. Ensuite de ça, on veut s'assurer que les tuyaux soient isolés parce qu'on veut que la vapeur reste à température le plus possible jusqu'au stérilisateur. Puis après, il faut respecter les règles de l'art dans ce genre de réseau-là, c'est-à-dire la présence de purgeurs et vents tout au long du réseau. Un purgeur, qu'est-ce que c'est? Parce que quand le purgeur, ça sert à ça. En fait, quand la vapeur passe à travers le réseau pour se rendre au stérilisateur, veut pas, elle va se refroidir un petit peu lors du transport. Qu'est-ce que ça fait? Une vapeur qui se refroidit, ça condense. La condensation, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Donc nous, on ne veut pas amener de l'eau au stérilisateur. On veut que le plus possible, ça reste en forme vapeur. Donc souvent, enfin pas souvent, mais il faut que tout le réseau de transport de vapeur soit de manière adéquate purgé régulièrement pour éviter l'accumulation de condensat. Donc les purgeurs, c'est à ça que ça sert. C'est des steam traps là, dans le langage commun. Et ça sert en fait à attraper le condensat et à laisser passer la vapeur jusqu'au stérilisateur. Et les évents, eux, leur rôle, c'est de capter en fait les gaz non condensables pour éviter que ça se rende aussi jusqu'au stérilisateur. Donc on a vu à peu près comment on allait la produire, on a vu ce qu'on voulait. Maintenant, on va discuter un petit peu plus en détail de qu'est-ce que ça fait si la vapeur n'est pas bonne, qu'est-ce que ça fait si elle n'est pas pure, c'est quoi les impacts en fait de cette non-qualité, de cette non-pureté de la vapeur. Donc avant ça, je vous réveille encore une fois. D'après vous, quels sont les facteurs clés pour une stérilisation réussie? Est-ce que c'est A, un temps d'exposition adéquat, une température d'exposition correcte, la présence d'humidité, la suppression de l'air? C'est des questions pièges, attention. Donc, comme d'habitude, je ne vous entends pas, donc on va dire que vous avez tous réussi. Effectivement, c'est toutes ces réponses qui sont importantes pour obtenir une bonne stérilisation. Puis on va voir que la qualité et la pureté de la vapeur, en fait, peuvent avoir un effet, que ce soit sur la température d'exposition, sur la présence d'humidité, sur la suppression d'air, etc. Donc on va voir pourquoi, c'est pour ça que la vapeur, on accorde tant d'importance à sa qualité et à sa pureté. Bon. Là, je vous concède que ce n'est pas la meilleure façon de vous amener ça, mais c'était la plus claire. Donc on va y aller, je vais vous le détailler un petit peu, on ne va pas lire le tableau, mais je vais vous le détailler un petit peu. Donc une des problématiques qu'on a résumées tantôt, c'est la présence de contaminants dans la production de vapeur. Ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Ces contaminants-là, ils peuvent entraîner des taches, la corrosion sur les dispositifs médicaux, ils peuvent tacher la forme du stérilisateur, on peut avoir des piqûres, de la corrosion. Donc ça a beaucoup d'effets sur le matériel. Sur le patient, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Quand on parle de contaminants, on parle aussi des additifs chimiques, donc ça peut entraîner une toxicité au patient. Puis pareil pour toutes sortes de contaminants qui peuvent être présents et se déposer sur les dispositifs médicaux. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Encore là, c'est un peu la base en fait, on utilise une eau de qualité critique comme eau d'alimentation, ce qui va éviter de produire une vapeur impure. Donc avec ça, on va être correct. On peut installer aussi des filtres sur le réseau de vapeur. Si par exemple on a des petits dépôts qui se font malheureusement dans le réseau, on va être capable de les capter avec les filtres. Et puis on évite évidemment d'ajouter des additifs dans l'eau de la chaudière. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une présence d'eau dans les charges de stérilisation? Puis ça, on va le voir encore après par d'autres aspects, mais ça, c'est vraiment la présence d'eau pure. Donc, à quoi c'est dû? C'est quoi les effets à quoi c'est dû cette présence d'eau? C'est dû à des phénomènes de primage et de moussage. Donc ça, c'est des mots un peu techniques, mais qu'est-ce que c'est le primage? C'est quand la demande des stérilisateurs est trop forte par rapport à la capacité de production de la chaudière ou du générateur. Donc ce que ça fait, c'est que ça crée une trop grande demande. Puis cette demande-là va entraîner un nombre élevé de gouttelettes. En fait, ça vient créer un appel de vapeur tellement fort qu'en fait, on va entraîner beaucoup d'eau avec nous lors de la production. Et le moussage, qu'est-ce que c'est?
c'est quand l'eau n'est pas pure à la base, on a des dépôts, et la mousse, quand l'eau rentre en ébullition, les composantes ou les impuretés vont se concentrer dans le bullage qui se fait autour de l'ébullition de l'eau. Et quand la vapeur va sortir de la génératrice, elle va passer à travers cette mousse-là, et donc il y a des contaminations qui peuvent se faire, puis des micro-gouttelettes qui vont être entraînées aussi. Donc comment, comme ça peut entraîner évidemment un échec de la stérilisation. Si on a trop d'eau, on va avoir un échec de stérilisation à l'ouverture de la chambre. Comment on prévient ça? On s'assure que le réseau est dimensionné de manière correcte. C'est-à-dire que quand même en pic de production, on est capable de pouvoir répondre à la demande de vapeur. Puis l'autre chose, on en revient encore à ça, mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut une qualité d'eau critique pour éviter le moussage, par exemple. Ensuite de ça, ça c'est plus la qualité de la vapeur en tant que telle. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact, par exemple, si la saturation de vapeur est inférieure à 97%? On va avoir une accumulation, le résultat qu'on va pouvoir voir, c'est une accumulation sur les charges de stérilisation d'eau et la présence d'humidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vapeur va être trop chargée en eau quand elle va arriver au stérilisateur. On s'entend tous que même quand la vapeur a la bonne saturation, il y a de l'eau dans la chambre tout le temps. Mais si elle est trop pas assez saturée, c'est-à-dire qu'on est inférieur à 87, donc on a plus d'eau que de vapeur, on cherche normalement à avoir 97% de gaz, 3% d'eau. Quand on est en dessous de ça, donc on a peut-être 90% de vapeur, 10% d'eau, on a plus d'eau dans la chambre. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'eau dans la chambre en tant que tel, il faut qu'il y en ait de toute façon. Mais quand on en a trop, on n'est plus capable de sécher le DM. Et donc là, on va avoir des charges mouillées à la fin. Donc c'est ça le problème de la saturation de vapeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le bon fonctionnement du générateur, on va vérifier la qualité d'eau, on va vérifier que l'isolation du réseau est correcte, parce que si on n'isole pas bien le réseau, la vapeur va condenser plus rapidement, donc on va avoir plus d'eau qui va être transportée. Puis on va surtout aussi s'assurer du bon fonctionnement des purges de vapeur. L'autre chose qui est un petit peu moins évidente, parce qu'on se dit, ok, on veut de la vapeur sèche finalement, mais en fait on ne veut pas qu'elle soit trop sèche non plus. Donc là, on va parler un peu plus de la surchauffe. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est en surchauffe? On n'a plus... Donc quand on est en surchauffe, je ne sais pas si vous vous souvenez tantôt du schéma, on est en surchauffe quand notre vapeur est déjà à 100% de gaz. Donc on n'a plus d'eau. Donc si on chauffe encore cette vapeur-là, on est en surchauffe. Et quand on est en surchauffe, la vapeur ne peut plus condenser sur les DM. Donc on n'est plus capable de faire un transfert de chaleur assez rapide pour rencontrer les conditions de stérilisation dans le temps imparti lors de stérilisation à vapeur. Donc en fait, on va passer dans des conditions de stérilisation qui existent aussi dans d'autres équipements comme les fours Poupinel. C'est-à-dire qu'on passe dans des conditions de stérilisation à chaleur sèche. Et là, si on connaît un petit peu ça, quand on stérilise à la vapeur, à la chaleur sèche, les temps d'exposition de DM à la chaleur sont beaucoup plus longs parce que le transfert de chaleur ne se fait plus par condensation mais par radiation, donc c'est beaucoup plus long. On n'a pas d'échange de chaleur aussi rapide. Donc si on a de la surchauffe, si elle est trop élevée, on va se retrouver dans une situation où on ne va pas être capable de stériliser le DM dans le temps imparti. Donc là, on va aussi avoir un échec de stérilisation. Donc qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? On s'assure que la cécité de la vapeur n'est pas trop haute, puis on s'assure que la pression de la vapeur à l'entrée du stérilisateur est correcte. La teneur en gaz non condensable. Donc déjà, un petit peu, qu'est-ce que c'est un gaz non condensable? Ça peut être du dioxyde de carbone, ça peut être de l'oxygène. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? Mais en fait, ça ne se condense pas, comme son nom l'indique. Pourquoi c'est un problème? On se rappelle, la vapeur et le mélange de gaz rentrent dans la chambre du stérilisateur. Là, ils arrivent autour du DM. Puis là, la vapeur, en bon élève, se condense, bam. Puis là, reste le gaz non condensable. Puis là, il reste là. Puis qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va isoler, au fur et à mesure que la vapeur va arriver se condenser, lui, l'air va rester, puis au fur et à mesure, on va grossir la couche de vapeur autour du DM. Donc, on va isoler le DM, en fait. Donc, il y aura beaucoup moins de transfert de chaleur qui va être possible. Et en plus de l'isoler, en fait, à force de la pression de vapeur qui va appuyer sur cet air-là, l'air va rentrer dans le paquet et va empêcher la pénétration de la vapeur dans ce paquet-là. Donc on comprend bien que si on a des gaz non condensables en volume trop élevé,
en fait, on ne va pas être capable de stériliser comme il faut au centre des paquets. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir le voir avec les indicateurs qui vont nous montrer un échec de stérilisation. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas une teneur trop élevée en gaz non condensable. Donc comment on fait ça? Par exemple, on peut installer un dégazeur avant le générateur de vapeur. On a les évents qui sont placés selon les règles de l'art dans le réseau de distribution de vapeur. Et puis, on a également le test d'étanchéité du stérilisateur. Parce qu'on comprend bien que le gaz peut venir soit du réseau de distribution, mais également du stérilisateur en lui-même. Si le stérilisateur n'est pas étanche, lors du cycle, on peut avoir des entrées d'air qui vont gêner la production de l'atteinte de la stérilité. Et dernier petit point qui est important également, on a la pression de vapeur. Donc cette pression de vapeur-là, elle est importante si on n'est pas dans les normes CT. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas assez élevée, on va avoir une présence de vapeur plus humide, on va avoir des chutes de pression, donc on ne va pas réussir à atteindre la pression souhaitée dans le stérilisateur en temps et en lieu dans la chambre. Et également, en fait, quand on a une pression trop basse dans le réseau de vapeur, on va avoir un dysfonctionnement des purgeurs. Donc si les purgeurs ne fonctionnent pas, là encore, on va avoir une accumulation de condensat, puis on va avoir des charges mouillées, donc un échec potentiel de la stérilisation. Donc c'est ça. Donc pour s'assurer que tout fonctionne bien, okay, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que notre réseau répond à nos besoins, etc., pour s'assurer qu'on garde une certaine qualité dans nos process? On va mettre en place un programme d'entretien préventif et correctif du système de production de vapeur. On va s'assurer que les gens qui le réalisent sachent ce qu'ils font. Donc on veut une main-d'œuvre qualifiée qui est allumée sur le pourquoi, le comment de la chose. Et puis on va s'assurer d'un programme de surveillance régulière de la qualité de la vapeur. Donc tout ça, ça peut se traduire comment? Par des registres d'installation, par des registres d'entretien préventif, de correctif, puis bien sûr aussi un relevé des tests de qualité qui vont être faits dans le temps de la vapeur, puis comme ça on va pouvoir voir s'il y a une déviation ou non. Donc par exemple, mais ça va être beaucoup plus détaillé dans la fiche, là je vous fais juste un petit sneak peek, mais par exemple, voici les points suggérés pour la prise d'échantillon. Donc là on peut voir, on essaye je vous montre ça. Donc on essaye de s'assurer qu'on a produit une eau de qualité. Donc on sait par exemple, s'il y a un problème avec la vapeur, on saura que ce n'est pas l'eau de production qui est en cause. On essaye de savoir un petit peu c'est quoi la qualité d'eau finalement qui va rentrer dans le générateur, qu'est-ce qui va rentrer dans le stérilisateur. Puis le dernier point, ça serait l'analyse du condensat en sortie du stérilisateur. Donc ça va permettre de nous donner un petit peu une idée de s'il y a un souci, à quel niveau il va se situer dans le processus de production, puis de pouvoir intervenir au mieux dans la production de la vapeur. Donc bon, on est déjà arrivé à la conclusion. Okay. Hop. Donc s'il y a vraiment une chose que j'aimerais que vous reteniez en fait de cette petite présentation, c'est que la vapeur, malgré ce qu'en dit la norme, ce n'est pas juste une qualité qu'on cherche, c'est une pureté également. Et puis, ça, je pense que vous l'avez vu un petit peu à travers le tableau, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en jeu pour atteindre cette qualité, cette pureté. C'est un purgeur qui ne marche pas, ça va jouer sur le stabilité en bouline, puis sur le patient aussi. Donc, c'est vraiment un ensemble de petites choses dans le système de production et de distribution de vapeur. Et chaque petite chose est importante pour s'assurer qu'au final, on obtient une qualité et une pureté adéquate pour le retraitement des DM. Et une petite déviation de cette qualité, de cette pureté-là, aura une incidence. Elle ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais ça va avoir une incidence sur le système. Donc ça va soit produire de la corrosion tranquillement pas vite, qu'on va voir ensuite avec des petites paillettes sur les paquets en sortie de stérilisation, ou de l'eau, qu'on ne saura pas pourquoi on a de l'eau, ça vient d'où. Donc il faut vraiment faire attention, puis surveiller cette qualité, cette pureté-là dans la vapeur, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déviation dans le temps, et que s'il y en a une, on est capable de la prendre suffisamment tôt avant d'avoir un impact sur la stérilisation. Et puis enfin, en respectant les normes applicables, puis si on met en place la surveillance et l'entretien régulier des systèmes, on devrait s'assurer de minimiser les bris et puis les risques de déviation. Voilà. Donc c'est fini pour moi. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Et puis si vous avez des questions, je vous écoute.
pour l'instant, on a une question. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Donc, est-ce recommandé dans la norme CSA d'avoir un programme de surveillance régulière de la qualité de la vapeur? C'est fortement suggéré. Oui, suggéré. Oui. Pas obligatoire. C'est dans l'annexe G. Donc, c'est pas dans les... c'est pas dans la portion... c'est dans l'annexe, vraiment, ce qui est qualité de la vapeur dans le temps. Alors, ben, profitez-en. On a quand même plusieurs minutes devant nous. Les gens, en plus, c'est sûr que c'est très technique. Peut-être, tantôt, lors de la présentation, je voulais mentionner aussi que, dans le fond, si des fois, des gens, par après, ont des questions et tout ça, il y a toujours le CERDEM pour y répondre. Donc, vous pouvez présenter aussi vos questions. Donc, on m'attend. Bon, on a... C'était une super belle présentation. Bravo. Donc, très intéressant. Bon, il y a quelqu'un qui marque, êtes-vous disponible pour une consultation lors de problèmes techniques? Ça sera via le CERDEM, c'est sûr. Là, je pense qu'on a déjà une force de frappe. Il y a déjà une force de frappe prévue ici, là, puis avec plaisir. Puis j'aimerais juste peut-être ajouter aussi que là, c'était assez survolé, les principes et théories, mais je veux dire, je pense que dans la fiche, c'est un petit peu plus détaillé, on y revient un petit peu plus en profondeur aussi, donc il y a des choses qui seront peut-être mieux expliquées, plus détaillées dans la fiche que ce que moi j'ai fait ici. Là. Et comme autre question, il y avait pour toute nouvelle construction, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un réseau dédié à l'URDM? Ce ne serait pas l'idéal. Mais si, c'est vraiment une des recommandations qu'on souhaitait mettre de l'avant. Effectivement, quand un réseau est dédié à l'URDM, c'est beaucoup plus simple de s'assurer de la qualité parce qu'on est dans un système beaucoup plus restreint. Donc, on a beaucoup moins d'intrants. C'est beaucoup plus facile de s'assurer de la qualité de ce qui va être produit. C'est vraiment là-dessus qu'on allait quand, je ne sais pas si vous vous souvenez je vais remonter un petit peu, mais quand on était ici, hop, ça... C'est vraiment là-dessus qu'on allait. Là, ce système-là serait vraiment un système dédié à l'URDM. Donc c'est sûr qu'on profite quand même de la chaudière ici de l'établissement, parce que c'est une source de chaleur qui existe déjà, donc on ne va pas la négliger. Mais ce réseau-là est vraiment un réseau isolé. Ok. Pourriez-vous en dire un peu sur comment se fait la séparation des autres gaz dans la vapeur? Ça a bougé tout d'un coup, j'ai perdu ma question. La séparation des autres gaz de la vapeur d'eau. Les gaz non condensables, j'imagine. En tout cas, bon, on va y aller avec ça. Je suis désolée, on se parle pas en direct là. Ben, comment ça se fait la séparation? Ben, c'est vraiment à la base, avant la production de vapeur en tant que telle, en chauffant l'eau dans des gazeurs, on va évaporer, on va essayer d'éliminer par exemple l'oxygène de l'eau. Donc si on chauffe l'eau avant la production de vapeur, on est capable d'avoir une eau qui est moins oxygénée par exemple, et donc avoir moins de gaz condensables qui vont se retrouver dans le réseau ensuite. Après la séparation de la vapeur d'eau de gaz, ben, c'est vraiment les systèmes des vents dans le réseau de distribution. Puis c'est ça. Malheureusement, comme on se parle en direct, c'est difficile d'aller un petit peu plus loin parce que je n'ai pas plus de détails, mais ça serait pas mal ça là. Je ne sais pas si je réponds, mais... Quand est-ce que la fiche va être disponible? Incessamment sous peu. Elle est en cours de révision actuellement. Donc on en est à l'étape d'attendre les commentaires des relecteurs pour insérer le tout et s'assurer qu'on a créé quelque chose qui fasse du sens pour tout le monde. Puis ensuite de ça, elle devrait suivre le processus de publication de l'INSPQ. Donc c'est ça, fin d'année, début d'année prochaine. Cadeau de Noël. Est-ce que le CERDEM offre des formations sur le sujet pour le personnel des URDM? Je pense que je vais te laisser aller. Exactement, c'est une, donc ils vont pouvoir aller l'écouter, la réviser, ouais. On fait de cette façon-là, et aussi on va en parler, en discuter aussi avec les gens du comité des utilisateurs en retraitement des dispositifs médicaux, donc le QFRTL. Puis aussi de voir si on peut le présenter aussi l'année prochaine à l'association québécoise en retraitement des dispositifs. C'est beaucoup plus qu'on en parle, puisque les gens vont se l'approprier le sujet. Oui, tout à fait.
Donc, il y a à différents moments donnés que je vais voir, mais effectivement, pour tous les gens qui sont en ligne, les formations qu'on donne comme ça à quelques reprises sont disponibles sur le site de l'INSPQ pour être réécoutées. Donc, les gens peuvent quand même la réécouter en équipe et tout ça. Et puis, après quoi, il y a des questions, ben, ils vont communiquer avec le CERDEM, dans le fond. C'est une autre possibilité qui peut être faite. Fait que normalement, c'est peut-être dans alentours de 3 semaines après, là, nous, on rend disponible là, la vidéo là, de la présentation. Tous les présentations qu'on a faites en lien avec le retraitement et sur notre site du CERDEM. OK, c'est que vous les remettez. Exactement, donc dans l'onglet formation. Donc, ils sont tous là depuis le début 2014. Donc, c'était correct la réponse pour la question des gars. Oui, c'était bon. Donc, c'est ça. Puis, ben, il y a quelqu'un qui répète en disant que, dans le fond, la formation devrait être offerte au service technique. Donc, pour les sensibiliser à la réalité propre de l'URDM, qui n'est vraiment pas la même que celle du reste de l'établissement, c'est sûr. Mais peut-être les gens dans les établissements, en tout cas, si vous pourriez peut-être faire la publicité au niveau des services techniques pour lors d'une rencontre, ils puissent écouter cette présentation-là. Dans le fond, c'est 45 minutes, c'est que ça se fait bien. Ça peut être une façon de la rendre disponible aux services techniques en leur donnant leur vie. Alors, la stérilisation des dispositifs médicaux en dehors d'une unité de retraitement des dispositifs médicaux, est-ce qu'elle peut être faite avec de l'eau non critique? Donc, j'imagine peut-être plus dans des cliniques ou dans des endroits qui seraient... C'est sûr que non, en tout cas, la réponse, peu importe l'endroit où ça se fait, l'eau, si elle n'est pas de l'eau critique, elle va contenir des contaminants. Donc, on va risquer des dépôts sur les DM, on va risquer un encrassement du réseau de distribution. Donc la réponse, c'est que peu importe où, le mieux reste encore de la vapeur qui est générée à partir de critiques. Après, c'est sûr qu'il y a des situations particulières qui demandent à être discutées, mais la recommandation générale, c'est vraiment ça. Exactement. Et de suivre aussi. Approche-toi parce qu'on s'entend pas. Et aussi, c'est de suivre aussi lorsqu'on est dans des cliniques privées où on utilise des stérilisateurs de comptoir, ben, c'est de suivre les instructions du fabricant, du stérilisateur pour savoir quelle qualité d'eau qu'on doit utiliser et surtout faire les entretiens de ce stérilisateur-là pour s'assurer que la qualité est au rendez-vous. Ouais. Je vais peut-être juste faire un petit point, je ne l'ai peut-être pas mentionné dans la présentation, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à de l'eau, à une production de vapeur propre sans s'assurer que l'ensemble du réseau, puis là on a vraiment insisté sur le réseau de distribution, mais ça comprend également le stérilisateur, qui lui aussi doit être capable de prendre cette eau critique. Donc c'est-à-dire que lui aussi, en fait, il doit avoir une tuyauterie en acier inoxydable, ce qui n'est pas le cas encore partout dans les réseaux. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se faire quand on refait une URDM, qu'on en construit une nouvelle. C'est un processus plus long terme, puis on en est vraiment conscient ici. Disons que plus c'est un but à atteindre. Okay, alors on a une question de coût. Quel est le coût d'un tel système dédié à l'URDM? Malheureusement, on ne l'a pas évalué en tant que tel. Ça va faire partie des démarches qu'on va faire, mais pour le moment, ce n'est pas chiffré. Donc, je ne vais pas m'avancer à dire un chiffre. C'est sûr que ça a un impact sur le coût du stérilisateur en tant que tel. Souvent, les stérilisateurs en acier inoxydable sont plus chers qu'un stérilisateur avec une tuyauterie en cuivre ou en coque. Là, mais oui, effectivement, ça a un coût. On en est bien conscient, mais je ne pourrais pas vous citer de chiffres comme ça, là, désolée. Tantôt, quand on disait pour les présentations au GBM puis au service technique, il y a quelqu'un qui dit qu'ils avaient invité et qu'ils ne sont pas mais des fois, il faut répéter. Donc, des beignes, en général, ça les fait venir. Bon, on a dans la norme de 314, on mentionne que l'eau d'alimentation de l'équipement de génération
devrait demander de l'eau critique. Cependant, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça dépend de la tuyauterie du stérilisateur. Si c'est une tuyauterie en cuivre, ben c'est sûr que les specs ne seront pas pour de l'eau critique. C'est ça, parce que sinon la corrosion va rentrer dans le stérilisateur. Donc c'est sûr qu'il y a ce petit bémol qu'il faut toujours tenir compte de la spécification du fabricant. Mais là encore, je recommande de lire l'annexe G de cette même norme-là, qui est très claire sur ce qui devrait être utilisé, c'est vraiment de l'eau critique. Savez-vous si les hôpitaux au Québec sont conformes à ces recommandations? Alors, pas tous, non, effectivement. Mais oui, il y en a, effectivement. Et j'aimerais croire que de plus en plus ça va l'être. Mais on peut citer le CHUM, par exemple, qui lui, travaille en vapeur propre pour l'URDM. Puis un réseau... Ah oui, un réseau qui répond à toutes les... Oui, c'est un réseau distinct avec des générateurs de vapeur propre qui sont dédiés uniquement à l'URDM. Bon, là, c'est une norme à tendre vers, mais il est possible que ce ne soit pas le cas actuellement dans les établissements de soins et on continue à utiliser notre stérilisateur avec des activités de contrôle de qualité. C'est sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense que c'est juste de comprendre pourquoi on aimerait... L'objectif vraiment de la fiche et de la présentation, c'est de comprendre pourquoi on aimerait tendre là. Parce que si on ne comprend pas pourquoi on veut ça, on ne sera pas capable de pouvoir le justifier ensuite. Donc en comprenant qu'il y a vraiment une question de pureté puis une question de qualité, puis que ces deux choses-là peuvent être atteintes de différentes façons, mais en ayant de l'eau critique et un générateur de vapeur propre, vous serez vraiment plus à même de les atteindre. Tranquillement, pas vite, le changement devrait pouvoir se faire. Là. Alors, dans le fond, les commentaires, merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, les gens ont apprécié beaucoup cette présentation. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, nous, on se revoit le 22 octobre, dans le fond, pour questions et réponses au niveau de la surveillance des infections noso. Donc, comme je vous ai mentionné au départ, n'oubliez pas d'aller compléter le petit questionnaire que vous avez reçu le plus tôt possible.